Dans le précédent épisode, Apolline, Bruna, Maëlle, Marion et Emma nous ont parlé, maquette et coussins à l'appui, de partage par l'expérience esthétique, sensorielle, transgénérationnelle, autant d'approches pour inspirer le secteur de l'événement. À présent, place à la génération revendication qui nous parle d'engagement sociétal des marques. Bon épisode! Dans un nouvel espace avec maintenant 4 étudiantes, toujours en 3e année à l'ENSAMA Olivier de Serres pour le diplôme national des métiers d'art et du design, spécialité événementielle. Nous avons Alicia Bliard qui est avec nous, Charlotte Grand, nous avons Clara Besset et nous avons Anouk Manière. Bonjour à toutes. Ça va? Vous êtes contente de prendre la parole? En tout cas, merci d'avoir le courage de le faire. On verra après si ça vous a plu, mais je pense qu'on va tout faire pour. Avec moi, toujours à mes côtés, donc Marie Chazalon, qui est là pour nous apporter le regard extérieur en tant que membre du comité éditorial de l'Innovatoire et également directrice générale adjointe de Technistyle. Marie, on compte toujours sur toi pour ton regard et tes éclairages toujours très précis sur ce que nous apportent les étudiants. Alors, ce qui vous a réuni donc sur le rapport entre les espaces de communication et les enjeux sociétaux, c'est votre sensibilité décomplexée, on peut le dire, vis-à-vis du conditionnement à l'expérience. Alors vous avez une approche à la fois philosophique, mais aussi très concrète, qui est ancrée dans nos besoins à nous en tant qu'humains. Et pour mieux comprendre pourquoi je dis ça, est-ce que chacune de vous, déjà, vous pouvez juste nous donner le titre de votre mémoire, toujours choisi à partir des 3 thèmes de base qui étaient la rassurance, la déconsommation et l'imprévisible. Anouk, tu veux bien commencer ? Oui. Alors moi, j'ai travaillé sur consommer moins, mieux se divertir. Moi, j'ai travaillé sur l'intuition est-elle décisive ? Moi, j'ai travaillé sur le sens de l'ennui. Et sur la force de l'incertitude. Très bien, merci. Donc voilà, ça vous donne une idée plus claire et vous le voyez, des sujets qui sont très axés sur nos ressentis. On parle d'incertitude, du sens de l'ennui, de l'intuition, de la force de la décision, de l'éthique, etc. Donc tous ces sens moraux, notre nature profonde, que des notions en fait qui sont immatérielles et qui ont pourtant un impact prépondérant dans notre vie quotidienne et aujourd'hui plus que jamais. Dans notre société qui bouge sans cesse, qui nous surstimule, vos sujets remettent en question notre mode de vie à travers votre vision engagée sur ce monde en mouvement. Alors, on va dire au début, en fait, vous n'étiez pas du tout parti pour parler de revendication, mais en fait, c'est carrément devenu le nom de votre groupe. Votre groupe s'appelle Génération Revendication. Et d'ailleurs, vos mémoires sont en eux-mêmes des revendications. Pourquoi est-ce que finalement ce thème, cette revendication, elle est apparue comme une évidence pour vous ? Alors, avant de vous présenter un peu notre déroulé et d'expliquer notre pensée, il nous paraissait quand même important de revenir sur le mot revendication et de redonner un peu sa définition pour qu'on soit vraiment tous d'accord sur sa signification. Donc un peu à l'image de mai 68, il s'agit de revendiquer, oui, il s'agit de réclamer ce qui nous est dû, de demander avec insistance ce qui nous paraît légitime. Ainsi, un individu qui va avoir pour sentiment de ne pas être écouté, de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne pas pouvoir mettre justement en place un dialogue, va tomber dans la revendication. Et donc, à la différence de mai 68, notre génération, elle est quand même beaucoup plus connectée, notamment avec les réseaux sociaux, qui vont amplifier cet état de revendication en facilitant justement le partage d'opinions, sa diffusion, et aussi comment créer des regroupements, voire des communautés autour de cet avis. N'est-ce pas, Charlotte ? Tout à fait, Alicia. Mais n'oublions pas que ces avantages peuvent devenir aussi des inconvénients. Tout d'abord, les informations qu'on nous propose sur ces réseaux sont créées grâce à des algorithmes et vont très souvent dans notre sens, ce qui nous conforte dans nos idées et nous ancre dans nos certitudes. Et donc, cela nous empêche de nous remettre en question. Des clivages peuvent alors se former et la revendication devient extrême, ce qui nous empêche toute compréhension d'avis d'autrui, toute discussion. Et avec ce genre d'avis extrême, cela nous oblige à prendre position pour exister face à cette cause.
mais sans pour autant réellement s'informer ni s'investir. Donc tout simplement, par exemple, avec les sondages, où on choisit oui ou non d'un seul clic. Ainsi, la revendication peut perdre de son sens et nous pointons le problème sans pour autant agir ou apporter des solutions. Intéressant cette histoire d'algorithme qui finalement trace en fait nos choix, nos décisions. Comment est-ce que dans votre domaine du marketing se traduit ce phénomène de revendication ? Donc, dans notre domaine du marketing, le marketing a pour vocation de créer un lien entre le consommateur et la marque. Le but étant surtout de créer une bonne expérience du produit. Le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, les marques oublient et négligent ce lien qu'elles ont avec le client. Et ce qui provoque tout ça pour le profit. Ce qui provoque qu'aujourd'hui, de nombreux consommateurs ont l'impression qu'ils n'ont pas leur mot à dire, que les marques sont toutes puissantes, qu'ils sont manipulés, qu'ils sont même soumis à la marque et qu'ils n'ont plus moyen d'échanger avec elles. Or, il est très important que le consommateur se fasse entendre. Il a les moyens et il le doit revendiquer ce qu'il a à dire aux marques pour qu'ensemble, ils puissent évoluer. C'est pourquoi on a voulu vous parler de la théorie du tube de dentifrice. La théorie du tube de dentifrice. Selon vous, de quoi Anouk va-t-elle bien nous parler ? Réponse A. Le dentifrice représente la quantité de confiance entre une marque et un consommateur qui peut s'épuiser à force d'être trop utilisé. Réponse B. Pour faire bouger une organisation, il est nécessaire de réfléchir à la bonne méthode pour enlever le bouchon du dentifrice, autrement dit supprimer les freins. Réponse C. Anouk se rend compte qu'elle doit noter sur sa liste de courses d'acheter du dentifrice. Ou bien réponse D. La réponse D. Donc, cette théorie, qui est un peu particulière, a été développée par Henri Spira, un militant américano-belge dans les années 80, qui a lutté pour la cause animale. Donc, cette théorie, la théorie du tube de dentifrice, se base sur deux notions. La notion... donc la solution et la pression. Donc il faut vraiment prendre l'image d'un dentifrice. Quand on veut faire sortir le dentifrice, on appuie sur le dentifrice, on met la pression, puis on retire le bouchon, on trouve la solution pour qu'ensuite tout puisse sortir. Quand je vous disais que c'était à la fois philosophique et très concret. C'est ça. Et donc c'est comme ça que Henri Spira a réussi à faire bouger des grands groupes tels que McDonald's ou Revlon. Donc on voulait vous parler de l'exemple de Revlon qui est très, impactant. Donc, Revlon est un grand groupe cosmétique qui testait leurs produits dans les yeux des lapins. Donc forcément, ce qui posait problème. Donc Henri Spira a milité, il a mis la pression, il a fait intervenir les médias pour que ça devienne une affaire internationale. Mais le problème qui se posait dans ce cas-là, c'est que Revlon était obligé de tester ses produits sur les animaux, car légalement parlant, ils ne pouvaient pas commercialiser leurs produits s'ils n'étaient pas testés. Ce qui fait que là, on pouvait mettre autant de pression qu'on voulait. Le bouchon, il n'y avait pas de solution. Donc, Henri Spira a proposé aux marques de donner de l'argent pour trouver une alternative au test animal. Ce qui a fait que toutes les autres marques qui, elles aussi, testaient sur les animaux, ont dû donner de l'argent pour essayer de trouver des alternatives pour ne pas perdre la face. Et aujourd'hui, c'est aussi une des raisons pour lesquelles des marques peuvent se targuer de ne pas utiliser de tests sur les animaux. Donc on voit bien que le consommateur, en prenant part, en donnant son idée, peut faire évoluer les choses et peut travailler ensemble avec la marque pour aller de l'avant. Oui, Anouk, mais le consommateur, en utilisant la revendication, il va y avoir un rapport de force qui peut s'instaurer. Et donc, le lien de confiance entre la marque et le consommateur va se briser. Le consommateur, en utilisant ce procédé, va faire pression sur la marque, la pousser à agir, et celle-ci aura l'impression de ne plus avoir le choix. Et donc, le dialogue, l'écoute et l'échange entre ces deux acteurs va être perdu. Une marque peut anticiper une revendication potentielle en mettant en place un dialogue durable, rassurant et sécurisant, où l'avis du consommateur va être pris en compte et où celui-ci peut même être un acteur dans la construction de la stratégie de la marque. Donc finalement, qu'est-ce qu'un consommateur attend d'une marque ? Le consommateur semble rechercher de la transparence, de l'écoute et de l'attention. Et donc, le dialogue est une bonne réponse à ces attentes.
les marques mettent déjà en place le dialogue, notamment sur leurs réseaux sociaux ou sur leur site internet, avec notamment la marque Asphalt qui propose à ses consommateurs de répondre à un questionnaire sur son site internet afin d'avoir son avis avant la création d'un nouveau produit, ou avec Adidas qui propose à ses consommateurs, mais pas que, de personnaliser les vêtements de la marque sur la plateforme Snapchat. Ce processus va être utilisé dans sa communication audiovisuelle afin de montrer qu'en fait la marque, elle crée son identité avec le consommateur. Merci Clara. Alors maintenant que tu nous as dit ça, quand une marque a réussi à instaurer ce dialogue et ce discours, est-ce qu'elle peut devenir légitime à défendre, à porter elle-même une cause et à la revendiquer ? Justement, en fait, c'est ce qu'on va vous expliquer après, c'est qu'en effet, quand on a passé ce cap de réinstaurer un dialogue et un lien de confiance, on peut en effet se questionner sur l'impact de la marque. Et donc, premièrement, on pourrait se dire que oui, en effet, elle peut être légitime de comment revendiquer une cause, étant donné qu'elle a quand même une certaine visibilité, une certaine communauté, donc elle va pouvoir beaucoup plus sensibiliser un nombre de personnes assez énorme, suivant la marque, et puis elle va pouvoir prendre peut-être le rôle de, justement, de transmetteur de messages, etc. Et puis, en plus, étant donné son statut, elle a quand même, elle va devoir faire attention aux messages qu'elle transmet, c'est-à-dire qu'elle va devoir se renseigner sur la cause avant de vraiment prendre parti. Et puis, elle va devoir aussi prendre en compte l'avis de ses consommateurs et voir si eux vont pouvoir être sensibles aussi à ce genre de sujet-là. Donc nous, on a pris comme exemple avec les filles Ikea, qui a fait une récente communication donc en 2020, où justement, ils prenaient un peu comment les petits gestes écologiques du quotidien, notamment le tri du plastique, et on retrouvait en plus notre esprit revendicateur à travers la communication. Donc c'est pour ça qu'on a pris un peu cet exemple, pour en parler, quoi, pour l'illustrer. Oui, mais Alicia, il faut quand même, certaines marques font quand même passer pour de la revendication, ce qui va être qu'une stratégie marketing pour gagner de l'argent. Et donc, ces marques vont, entre guillemets, duper le consommateur. Et donc, on peut se demander si une marque est vraiment, qui a fondamentalement un but lucratif, est légitime à mettre en avant des valeurs importantes pour le consommateur, que ce soit des valeurs morales ou éthiques. Eh bien oui, le problème, c'est que de nos jours, certaines marques vont venir ternir l'image des marques qui agissent vraiment, comme par exemple la marque Tom's qui pratique le buy one, give one, où dès qu'une paire de chaussures va être achetée, une personne dans le besoin va être aidée. Ouais, mais justement, c'est là qu'on se rend compte que les marques qui sont émergentes, elles ont un peu compris le problème que tu viens de nous présenter. Et justement, elles vont se construire vraiment autour d'une valeur, autour d'une cause, et ce qui va leur permettre d'avoir vraiment une légitimité, une crédibilité auprès de ces consommateurs, et elles vont vraiment montrer toute leur transparence et aussi présenter l'écoute vis-à-vis du consommateur. Alors je vais encore vous faire des exemples pour illustrer un peu notre propos. Donc déjà avec la marque 900 Care, qui est assez récente et qui est une marque de produits de salle de bain, made in France, saine et en plus rechargeable, rien que ça. Et justement, eux, ils se sont rendus compte qu'on avait énormément de packaging en plastique dans nos salles de bain, dans nos poubelles, et donc ils se sont rendus compte que ce n'était pas forcément utile. Et donc c'est comme ça qu'est venue leur idée de produit. On a aussi nos DSA communication de marque Alensama, qui eux ont travaillé sur les lingeries de demain un peu, et justement ça montre bien que même dans nos formations, on prend en compte en fait cette notion de valeur, de créer une marque autour d'une cause. Et en plus ça a été un projet qui a été présenté au Salon de la lingerie internationale justement à Porte de Versailles. Donc ça montre bien aussi que les salons justement mettent en avant ce type de projet. Mais ça je laisse Anouk et Charlotte qui nous en parleront après. Oui, on va voir vos recommandations d'ailleurs juste après. Avant ça, si vous voulez bien, je vais demander à Marie son retour terrain. Là, on parle des marques, des annonceurs. Toi, ce sont tes clients directement. Qu'est-ce que tu entends dans le terrain, dans les entreprises en fait? Est-ce que les marques sont vraiment prêtes à s'engager et à s'investir en fait pour défendre une cause, ou est-ce que ça reste encore quand même une façade marketing, si j'ai envie de dire, pour plus amadouer, parce qu'on sait qu'aujourd'hui on ne peut pas faire autrement que d'être engagé, c'est ce que recherchent à la fois les consommateurs et à la fois les collaborateurs. Oui, non, on n'est plus trop sur de la façade, et clairement, alors l'exemple le plus concret et le plus simple pour moi, c'est par exemple la revendication un peu écologique, développement durable, etc. Mais aujourd'hui, c'est une forte demande, et nous, derrière, le projet qu'on
essaye de vendre, il faut qu'ils répondent en tout point à ça. Et c'est une revendication qu'on trouve alors à la fois au niveau du brief, mais c'est vrai que même sur certains stands, on nous demande d'afficher les matériaux qu'on utilise, la suite qu'on donne à tout ça, et ça devient un vrai argument marketing pour les visiteurs qui viennent sur le stand. Et il faut effectivement que les valeurs de la marque se retranscrivent totalement dans l'espace que nous on crée, c'est un point hyper important. Et après, pour rebondir sur votre notion de revendication et du pouvoir quelque part du consommateur sur la marque pour faire évoluer les choses, mais c'est vrai que si on fait le parallèle avec le monde des salons, aujourd'hui, l'organisateur de salon qui est un peu tout puissant, voilà, il organise, c'est lui qui choisit les lieux, c'est lui qui impose des tarifs pour le prix au mètre carré des stands par exemple, et on voit que l'exposant qui est le consommateur, si je fais le parallèle avec votre démonstration, mais lui aussi il peut avoir son mot à dire et influencer ce qui peut se passer à un niveau plus important et même remettre en cause parfois certains événements. On l'a vu récemment avec le salon de l'auto où il y a des grandes marques qui ont décidé finalement de pas venir exposer, investir de l'argent et ça c'est un vrai message fort qui passe aux organisateurs pour une demande future et qu'il faut aussi que certains organisateurs réinventent un peu les choses et tiennent plus en compte la volonté et ce que demandent ces consommateurs qui viennent exposer dans leur salon. Donc on voit que effectivement la prise de pouvoir du consommateur sur les marques et pour faire changer les choses, elle est réelle. Ouais, tout à fait. Parfait, merci Marie. Alors on va découvrir justement maintenant quel rôle peut l'événement prendre, selon vous, en fait, au service d'une cause et comment surtout? Comment est-ce qu'elle peut revendiquer une cause? Quelles sont vos propositions en tant que designer? Alors tout d'abord, l'événement peut revendiquer et être porteur d'une cause en étant le terrain d'expression. Un espace qui crée des opportunités de partage, de véritables rencontres à l'échelle humaine. Pour qu'un événement ait ce pouvoir d'influence, on a relevé 3 points importants. Donc tout d'abord, la réflexion, la diffusion et l'action. Pour commencer, la réflexion. Donc il est important pour nous d'être nuancés en passant par le dialogue, la curiosité et l'ouverture d'esprit pour approfondir une idée, tout en faisant intervenir le maximum d'acteurs. Donc, comme par exemple, les salons peuvent décider d'être maîtres de leur ligne éditoriale, et donc d'assumer une sélection dans leur exposants qui vont dans leurs valeurs et qui suivent les mêmes. Donc, par exemple, l'exposition La Mer XXL, qui a ce parti pris très fort de filtrer ses exposants. Ils doivent être en accord avec la bioéthique et innover en respectant l'univers marin. Mais en tant que designer, pour nous, il faut tout faire en tout cas pour créer des occasions, des rencontres, des lieux qui nous permettent cette réflexion afin de faire évoluer les mentalités et de trouver des solutions. Comme par exemple, on avait relevé Sitou à Montréal, qui se positionne entre un salon et un festival et qui génère une énergie collective entre chaque participant, libérant leur créativité, leur réflexion. Mais bien sûr, il ne suffit pas de trouver une cause et des solutions, il faut aussi les diffuser, les partager, les transmettre pour sensibiliser. Donc l'événement vient véhiculer les nouvelles idées pour faire évoluer une cause. Donc, tels que les Solidays pour le sida et We Love Green pour l'écologie. Oui, et puis il faut aussi agir, comme tu l'as dit, avec justement le fameux message de Change Now qui est « Arrêtons de parler et agissons ». Alors, ouais, on a décidé de vraiment parler de Change Now parce que pour nous, c'est un événement, une action justement qui est importante pour lutter contre les réchauffements climatiques et qui met en plus en avant des actions qui sont faites dans le monde. Et elle reprenait bien un peu l'idée que vient de nous expliquer Charlotte, avec justement ces 3 notions clés qui sont la réflexion, avec le dialogue qu'ils mettent en place à travers des ateliers ou des conférences. On a aussi la diffusion, parce qu'ils sont très médiatisés et ils influencent aussi la COP21. Et puis enfin, l'action, parce qu'eux-mêmes sont acteurs justement dans leur événement et dans l'organisation, ils respectent vraiment toutes les valeurs qu'ils mettent justement en avant durant cet événement.
Oui, et en fait, on peut même remarquer qu'ils deviennent un exemple à suivre pour les autres événements et autres salons. Mais donc, en fait, pour un peu conclure tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'aujourd'hui, il nous paraît évident qu'une marque peut porter des causes, avoir des valeurs et revendiquer. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'événement, quant à lui, devient un outil de revendication. Parce que c'est un terrain d'expression, mais c'est aussi un lieu d'échange, de partage et surtout d'action. Et donc ce qu'il faut maintenant, c'est que la marque et l'événement se réunissent et se complètent. Car la marque, l'événement, peut bénéficier des marques pour être sponsor et permettre à des événements tels que Change Now d'avoir lieu. Mais la marque, quant à elle, va pouvoir bénéficier de l'événement comme un outil de revendication pour le bien commun. Merci beaucoup pour cette belle conclusion, Anouk. Marie, qu'est-ce que t'inspire tout ce qu'on vient d'entendre de ce groupe Génération Revendication? Je pense que vous aurez pu admirer votre créativité. Donc les slides qui passent, en fait, qu'on voit pendant votre présentation, c'est vous qui les avez complètement conçues et elles sont très sympas. Donc merci à vous. Marie, donc c'est à toi sur tout ce qu'on vient d'entendre. Écoutez, non, c'est hyper intéressant, ça ouvre les possibles et peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, dans la partie événement, il y a une vraie peut-être prise de conscience de la part des exposants sur le pouvoir qu'ils peuvent aussi avoir pour faire peut-être avancer les choses un peu plus vite qu'aujourd'hui et à se faire réinventer les choses pour que les événements sur lesquels ils vont venir communiquer puissent être totalement en phase avec les valeurs qu'ils revendiquent et les espaces dans lesquels ils ont envie d'évoluer pour aller à la rencontre de leurs clients. Non, je suis assez d'accord avec tout ça et effectivement, je pense qu'on a un beau champ devant nous pour améliorer les choses telles qu'elles sont, parce qu'effectivement, les quelques exemples que vous avez soulevés sont encore aujourd'hui assez peu nombreux et pas encore ne diffusent pas sur d'autres, ne donnent pas encore de bonnes idées à d'autres, alors qu'effectivement des événements comme Change Now dont vous avez parlé ou même le festival Wheel of Green sont des très très beaux exemples pour faire avancer une cause de façon intelligente, collaborative, créative et en impliquant un peu tous les univers qui gravitent autour de ces sujets et qu'on ne pourrait pas forcément voir réunis ensemble sur un même événement, mais qui au final sont tout à fait pertinents quand on les vit. Donc voilà, une belle réflexion à mener et effectivement une prise de pouvoir de la part des marques et exposants pour qu'on puisse tous ensemble faire avancer les choses et nous leur créer les outils et les espaces qui permettent de retransmettre tout ça. Et oui, vous l'avez dit, en fait, la revendication naît de l'absence, de l'impossibilité d'être écouté, de s'exprimer. Donc l'événement pour créer un espace de communication et d'expression. Et puis l'exemple du Change Now est très intéressant parce qu'on est vraiment dans l'événementiel, on est sur le physique, le réel, on agit, on a un pouvoir d'influence dans le présent. Et c'est vrai que Change Now qui est né de la COP21 pour se dire ok, tout ce qui est dit dans ces grandes instances, voilà, on va se réunir maintenant, on va réunir les acteurs pour avancer concrètement quelles sont les solutions. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très porteur. Est-ce que tu penses, Marie, que tous les acteurs sont prêts à casser les codes, à faire bouger les lignes ? Parce que c'est tout un écosystème. Ouais, en fait, c'est ça. La tâche est compliquée et qu'à un moment, on a besoin de collaborer avec d'autres et d'être un peu plus nombreux que seule sa voix. Et ouais, ils pourraient le faire, mais je pense qu'aujourd'hui, ils ont besoin peut-être de se réunir et de monter plus en puissance auprès des instances qui décident pour pouvoir se faire entendre et faire bouger les choses un petit peu plus vite qu'elles ne bougent aujourd'hui. Après, ce qu'on vient de traverser là comme crise peut-être permettre d'être un accélérateur. Il y a toujours du positif dans tout ça. Et clairement, ça peut-être être un accélérateur de choses et peut-être que demain, l'événement qui va renaître après tous ces mois d'interruption sera modifié et on se recentrera sur l'essentiel et ce qui compte aux yeux de tout le monde. Donc, j'attends de voir, mais oui, tout à fait. Oui, on est tous impatients de savoir comment tout ça va se réinventer. On utilise le mot se réinventer, mais on part d'une base toujours. Et comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Il faut être prêt à faire autrement. On n'a plus le choix. Mais en tout cas, merci à vous pour toutes vos présentations parce que c'était très clair, très bien préparé. Donc merci pour cette restitution des travaux que vous avez faits. Il faut savoir, donc comme je disais au départ, vous n'étiez pas en groupe, chacun a travaillé sur son propre mémoire et vous avez ensuite trouvé comme ça des associations d'idées, des choses très complémentaires.
Et vous avez même décidé de vous appeler Génération Revendication. Merci beaucoup. Donc vous clôturez en fait cette session d'épisodes autour de l'ENSA-AMA, de vos travaux d'étudiants, vous qui êtes donc en 3e année de diplôme national des métiers d'art et du design en spécialité événements. Merci beaucoup, j'espère que vous l'avez bien vécu. Ça va. Elle ne le dit pas dans le micro, mais on l'a entendu, hein. Ça va. Merci Marie. Merci à tous. Merci beaucoup. Nous clôturons ainsi les 3 épisodes portés par les étudiants de l'ENSA-AMA Olivier de Serres. Nous espérons qu'ils t'ont plu. À présent, place à l'EFAP, École de communication, avec 3 nouveaux épisodes dédiés à la confiance. Et je te promets que tu vas être surpris par les infos et chiffres clés que les étudiants vont nous présenter. Alors, inspiration au prochain épisode, chers téléspectateurs.